Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je suis allé à la décharge pour balancer un bon paquet de cartons et deux PC portables qui étaient totalement irréparables ou qui avaient servi de banque de pièces, tout simplement. Et il se trouve que dans la décharge où je suis, en fait, donc la déchetterie, c'est pas une décharge, c'est une déchetterie, attention, ils recyclent. Il est toléré de récupérer des petits trucs, notamment dans le coin électronique et tout ça là. Donc on peut récupérer. Et j'ai récupéré cette chose là. Donc cette chose là, on dirait un écran. Ça ressemble à un écran. Mais bon, il se trouve que moi je récupère jamais les écrans parce que ils sont souvent réellement en panne quand on les récupère. Généralement ils ont la dalle qui est brisée. Hein. Si c'est du condensateur, ça je sais faire, mais plus les écrans, j'en ai déjà des dizaines, ça me sert à rien. J'en ai déjà un bon paquet. Mais donc ce truc là m'a quand même attiré l'œil parce que vous allez voir que ce n'est pas un écran. Vous voyez qu'il a un petit autocollant en bas, Pentium dual-core. Cette chose-là est un ordinateur all-in-one, alors certainement en format 19 pouces, apparemment vu la taille que ça a. Mais donc là de face, vous voyez, il est, on va dire qu'il est nickel. Bon, vous n'êtes pas de près, vous voyez pas, il y a des petites rayures un petit peu partout, mais bon. Là comme ça, il est nickel. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de marque. Vous voyez, il n'y a aucune marque, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que cette chose-là. Mais attention, je vais vous montrer comment je l'ai trouvé quand il était là-bas. Attention, hein. Je pense que vous allez avoir peur. Hein. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, donc je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à ouvrir l'ordinateur pour pouvoir récupérer le disque dur. Donc il n'y a plus de disque dur, plus de lecteur CD, plus de RAM, il n'y a plus rien. Et donc là, vous voyez que la personne a un petit peu forcé sur tout ce qui était en métal pour essayer d'extraire son disque dur. Certainement 2 pouces et demi. Sa RAM et le lecteur CD qui vient ici. Voilà. Donc la personne a un petit peu forcé, c'est pas grave. Donc elle a cassé tous les plastiques à l'arrière. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle a cassé tous les plastiques à l'arrière? Tout simplement parce qu'elle ne savait pas que cette partie-là s'enlève. J'ai déjà enlevé 2 vis. Hein, et qu'on peut retirer les vis ici. Donc là, quand vous voyez l'ordinateur dans cet état, en plus de ça, il y a une plaque là en dessous sur laquelle la carte mère est fixée, qui est gondolée, donc la carte mère doit aussi être gondolée. Donc quand vous voyez une machine comme ça, là vous vous dites c'est pas possible, elle est morte. Et pourtant, je vous jure qu'elle fonctionne. Je vais vous montrer, je vais vous la faire marcher. Donc déjà je vais démonter le pied pour pouvoir enlever la cage en métal et voir un petit peu la tronche de la carte mère. Donc voilà, ça y est, j'ai retiré le pied. Donc là le plastique qui reste de la coque arrière. Bref. Si j'arrive à le réparer, à le remettre à peu près en état propre juste en façade, je prendrai cette cage là en métal, je la peindrai noire et je laisserai la machine comme ça parce que il n'y a rien de dangereux déjà, électriquement parlant. Et puis j'ai pas envie de me faire chier à essayer de retrouver une coque en plastique arrière pour un ordinateur qui est no-name. Vous allez voir que c'est une marque qui est peu diffusée en Europe, par contre qui est très connue en Asie. Donc on enlève le châssis arrière, donc il va falloir que je redresse, hein, parce qu'il a, voilà, il a pris des petits coups, hein, voilà, ici là. Donc je pense que ça va passer au marteau, redressage, on va faire ça propre. Voilà, et donc là on est face à la carte mère, donc ça c'est l'inverteur qui permet d'alimenter les 2 néons qui font le rétroéclairage. Ici on a un petit radiateur avec le processeur dessus, la carte mère au milieu. Et quand je vous dis que c'est gondolé, vous voyez là, ça c'est le châssis, ici c'est gondolé, donc c'est voûté en fait, et la carte mère est dessus, et à mon avis la carte mère, elle doit plier un petit peu, donc je vais la retirer assez rapidement je pense. Je vais vous montrer que l'ordinateur fonctionne, et ensuite je vais retirer la carte mère. En parlant de trucs qui sont pliés, ici, donc les ports RAM qui devraient être droits, qui ont été pliés. Le port disque dur bouge un peu mais je pense qu'il est encore bon. Voilà, donc du coup je vais vous montrer qu'il fonctionne quand même, on va le faire démarrer. Et après je vais le désosser entièrement, je vais enlever la carte mère. Et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec ça quoi. Donc on se retrouve donc toujours en façade de la machine. J'ai relié une alimentation donc 19 volts que j'ai, 65 watts je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est une alimentation de PC portable. Parce que ces PC all-in-one utilisent tous, quasiment tous, quand c'est des trucs bas de gamme on va dire et pas très énergivores, ils utilisent tous une brique de PC portable. Donc là c'est du 19 volts qui rentre. Et je vais appuyer sur le bouton power et vous allez voir que la machine va fonctionner.
Vous entendez le ventilateur tourner déjà. Et vous allez voir que l'écran va s'illuminer, va afficher les informations de boot quoi. Tac, vous voyez. Ah non là vous le voyez pas mais je vous jure que ça y est. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chercher un clavier et on va rentrer dans le BIOS de la machine. Bon ça y est, j'ai récupéré un clavier. Alors j'ai pris le premier clavier que j'avais à la maison, qu'il va falloir je pense aussi que je balance parce qu'il lui manque une touche. C'est un clavier tout pourri, c'est un clavier Grunding, c'est le genre de truc qu'on trouvait à Jiffy il y a un an, quelque chose comme ça. Alors je vais essayer de démarrer, on va appuyer sur Supre. On va voir si les ports USB sont alimentés. Alors Supre. Tu veux bien prendre Supre? Oui, les ports USB sont alimentés, il prend bien Supre. Alors, vous voyez pas parce que vous n'êtes pas en face. Ah mais ça y est, je vois les dégâts qui ont été faits sur l'écran. Ah, je me disais quand même aussi, les gens jettent pas des PC pour rien. Enfin c'est quand même minime ce genre de dégâts. Alors je vais essayer de vous le caler, tout ça vous allez voir quelque chose. Donc voilà, j'ai calé la machine derrière avec un carton. Donc on est face à un BIOS AMI, donc c'est marqué en bas, American Megatrends Incorporated. La date et l'heure sont bonnes, oui. Donc on a un Pentium dual core à 1,86 GHz, c'est quand même pas mal du tout. Et donc ce build date, donc apparemment le BIOS a été flashé, enfin créé en 2008. Donc je pense que cet ordinateur date de 2008-2009, quelque chose comme ça. Alors, et vous voyez là, ici, là, il y a une tâche, alors vous voyez difficilement la caméra, mais ici on a une tâche un peu plus claire, qui me laisse penser qu'en fait l'ordinateur a tout simplement pris de la flotte. Hein. Il y a dû avoir du soda ou un verre d'eau ou un pot de fleurs à côté du truc, ça a été renversé sur l'ordinateur. La personne a récupéré ses données, enfin, a éventré l'ordinateur, a récupéré ses données et l'a balancé. Bon, moi ça me dérange pas ça personnellement. Alors, CPU configuration. Eh ben, je peux vous dire qu'en tout cas, on a un bon paquet de réglages floppy. C'est un BIOS générique et ça se voit. Ah, on peut désactiver la température, enfin on peut faire des réglages de température. Bon bah écoutez, c'est pas mal. Au moins la bête démarre et elle a l'air stable au moins sur le BIOS, donc du coup ça vaut le coup je pense d'essayer de la réparer un petit peu plus. Donc on se trouve face à la carte mère de la machine. Alors hop, déjà je vais retirer la barrette de RAM. Et puis les soldes de RAM après il faudra que je les redresse. Alors on a une indication sur le constructeur en fait de la carte mère qui est également le constructeur de la machine dans ce cas là. Donc c'est ASEE, H-A-S-E-E. Et c'est une marque chinoise qui est spécialisée dans la fabrication d'ordinateurs, que ce soit des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau, donc les deux. Hein. Et donc c'est une marque qui est super connue en Chine, qui se vend beaucoup sur AliExpress et tout ça, mais qui est très peu connue en France en fait. Voilà. Et qui est souvent, qui fait beaucoup d'ordinateurs en ce qu'on dit en marque blanche ou en OEM, en fait des ordinateurs sans marque, qui sont vendus à des distributeurs, et puis les distributeurs mettent leur nom dessus, et puis ils le vendent sous leur marque quoi. Voilà, voilà. Donc on va retirer la carte mère, parce que j'ai peur vraiment que le châssis lui impose un mauvais pli et fasse en sorte qu'après elle marche plus du tout. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les connecteurs. Donc je vais enlever déjà ça. C'est l'inverteur qui permet d'alimenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui permet d'alimenter les deux néons pour le rétroéclairage. Et après un déconnecteur audio, des connecteurs pour le panneau en façade. Et on a ce gros connecteur là qui est le connecteur de signaux vidéo pour l'écran interne. Donc une fois qu'on a retiré donc, tous les câbles et tous les connecteurs qui pouvaient nous gêner, on va pouvoir s'attaquer au retrait de la carte mère du plateau en métal. Alors un truc qu'on peut remarquer sur cette carte déjà, c'est que c'est pas une carte au format standard en fait. Hein. C'est pas du micro TX, c'est pas du ITX, c'est pas de la TX, sûrement pas vu la taille. C'est une carte qui a vraiment été conçue pour cet ordinateur uniquement. Et un truc que moi j'ai remarqué sur cette carte, c'est qu'ici on a un petit connecteur en mini PCI Express. Mini PCI Express qui permet donc d'installer éventuellement une carte Wi-Fi. Et même des cartes SATA, j'ai vu des cartes SATA qu'on pouvait brancher là. Moi ça m'intéresse pas, je pense que je mettrais une carte Wi-Fi. Mais bon. Voilà, voilà. Donc je vais retirer toutes les vis de la carte pour l'enlever donc de son châssis en métal.
ça y est, toutes les vis ont été retirées, on va pouvoir retirer la carte mère. Voilà. Donc apparemment, d'après ce que je vois, elle n'a pas pris un trop mauvais pli. Bon, ici, au niveau du connecteur SATA, alors ça a été un petit peu abîmé, le plastique est un petit peu abîmé, mais je pense pas que ça pose grand problème. Ça m'étonnerait que ça pose problème. Bon, la carte a l'air d'être en bon état. Il va falloir que je redresse ces deux ports, ça je vais vous montrer après. Et après, il va falloir que j'enlève tout le carénage donc de l'écran pour pouvoir redresser la plaque en fait. Parce que vous voyez qu'elle a pris quand même un sacré pli. Hein. C'est censé être droit ici. Là, c'est complètement bombé. Ça va pas du tout. Maintenant, on va retirer le châssis en métal qui tient la carte mère et qui retient, j'imagine, l'écran aussi. Donc, pour commencer, il va falloir enlever donc, ici ce scotch. Donc, qui est certainement un truc pour isoler entre la carte et le châssis de l'ordinateur. Ici, on va enlever le scotch métallique. Alors, je sais pas si je suis obligé de l'enlever, mais ça sera toujours plus propre. Hein. Voilà, si je suis obligé de l'enlever parce qu'on va retirer le câble LVDS. Donc, alors, je sais pas si je vais... Non, par là, je peux pas le retirer, donc il faudra le faire passer à travers le trou. C'est pas grave. Bon, ben il y a 4 vis, donc il y a un peu plus de 4 vis autour, donc du coup, je vais enlever les vis. En évitant de faire tomber le tournevis, ça serait bien. Voilà, donc j'ai retiré donc, toutes les vis qui tenaient la partie en métal. Donc il y en a une qui est manquante, hein, malheureusement. Et on va essayer donc de retirer tout ça. Alors effectivement, oui, j'ai bien la dalle de l'écran qui sort avec. Ah, j'ai le connecteur ici là, du panneau principal qui se débranche. Et voilà, hop, notre dalle d'écran. Et après, il va falloir que je la démonte. Donc maintenant qu'on a sorti le châssis en métal, on va désolidariser la dalle LCDI du châssis. Donc il y a 4 vis de chaque côté, donc il suffit de les enlever. Donc elles sont plus petites que les autres, donc du coup petit tournevis. Voilà, donc une fois qu'on a retiré toutes les vis, on va pouvoir sortir la dalle. Alors il faut faire un petit peu attention, notamment que cette connexion là qu'on a derrière. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser légèrement sur la dalle pour la faire s'extraire du châssis, tout en faisant en sorte que le câble continue à passer. Voilà. Ça y est, c'est fait. Alors dans le bas, on a le même problème, mais avec les deux connecteurs pour le rétroéclairage. Donc du coup, je vais faire passer les prises l'une après l'autre. Voilà. Et ça y est, on a sorti donc la dalle du châssis en métal. Voilà, et après on pourra retirer le connecteur si on a envie de changer la dalle. Je regarderai combien elle coûte cette dalle. Si ça se trouve, elle coûte pas trop cher, donc du coup je changerai peut-être. Si j'arrive à faire de l'ordinateur quelque chose de convenable. Bon, en tout cas, vous voyez que ça a été bien. Là, vous pouvez le voir, je pense. Voilà, avec le reflet, vous voyez que ça a été quand même bien, bien plié. Hein. C'est pas du tout droit, donc du coup, il faudra que je le replie convenablement. Pour faire en sorte que ça soit droit et qu'on puisse remettre la carte mère et remettre l'écran convenablement quoi. Voilà, voilà. Ah, on a un petit truc là, on a une petite date de fabrication pour le châssis. Donc 05/05/2008. Donc comme j'avais dit, c'est une machine qui date soit de 2008 soit de 2009. Donc apparemment c'est plutôt mi-2008, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça y est, j'ai redressé donc la plaque arrière. Donc c'était le châssis qui tenait l'écran, ça. Donc je l'ai redressé. Alors forcément quand on redresse, il y a les petits points de fixation de la carte mère qui peuvent sauter. Donc ça m'est arrivé sur ce point là, donc du coup j'ai fait une soudure, bon certes un peu moche mais qui devrait suffire pour pouvoir tenir la carte mère. Et j'ai renforcé derrière sur les points qui avaient un peu souffert en faisant des petites soudures. Voilà, donc maintenant il faut que je reprenne la dalle LCD, donc, que j'ai là.
et que je la replace donc dans le châssis. Alors pour pouvoir la replacer dans le châssis, je vais faire passer le câble de données dans le trou. Voilà. Et derrière j'ai les deux câbles d'alimentation des néons qu'il faut que je fasse passer dans ce petit trou là. Et une fois que tous les fils sont bien passés, enfin tous les câbles plutôt, il ne me reste plus qu'à visser la dalle avec les vis sur les côtés. Une fois la dalle remontée dans le châssis en métal, il va falloir fixer par-dessus le châssis en plastique et ne pas oublier de faire passer le petit câble pour les connecteurs de... Enfin pour tout ce qui est bouton du panneau avant. Donc power, je suppose que ça doit être soit le volume, soit la luminosité et le truc pour le mettre en veille certainement. Alors on positionne tout ça bien devant comme il faut et on fait passer la prise par dessous. Alors je sais pas si c'est pas fait pour être ouais, non, voilà, par dessous ça passe. Voilà, on la pousse et on va la chercher de l'autre côté. Voilà. Voilà, et on pose donc aux endroits prévus, ça s'aligne bien. Donc voilà, maintenant je vais monter les vis. Alors il me manque une. Donc j'ai privilégié les 4 coins et j'en mettrai qu'une en haut je pense. Sauf si j'arrive à retrouver une dans une boîte de vis ou un truc comme ça. Avant de monter la carte mère, je vais monter les deux guides du lecteur de CD. Maintenant que notre châssis est prêt, on va pouvoir s'attaquer à la carte mère. Donc la carte mère, il y a des trucs à redresser dessus, donc ça on va le faire de suite. Je vais changer les pattes thermiques de ce composant, donc le Northbridge, et du processeur. Et je pense même que je vais changer le processeur parce que j'ai beaucoup plus puissant en stock chez moi et je m'en sers pas. Donc du coup je pense qu'il va partir avec un processeur, on va passer d'un Pentium dual core à un Core de duo E8400 je crois. Donc un truc à 2,1 GHz comparé au 1,88 qu'il y a de base dans cette chose. Donc la carte mère, donc première chose, on va redresser les deux slots de RAM, donc de la DDR2. Alors je vais placer une barrette dedans et je vais essayer de la redresser convenablement. Voir si ça peut faire quelque chose de correct. Ah ouais, c'est mieux, hein, c'est déjà un peu plus droit. Et je vais faire la même chose pour le deuxième slot. Donc avec la même barrette, c'est des barrettes dont je ne sers pas ça, donc je pense qu'elles resteront dans la machine. Si à la place bien sûr. Voilà. Donc ça va, c'était pas trop tordu méchamment en fait. Ça s'est redressé convenablement. Et puis on testera après si ça marche. Alors, pour la pâte thermique. Alors, sur le Northbridge, on enlève les deux petits crochets. Hop, le radiateur de Northbridge qui sort. Et c'est pas très beau. Donc je vais nettoyer ça avec de l'acétone. Donc j'ai mis de l'acétone sur mon petit chiffon. Hop, on a notre radiateur. On passe un coup. Et on attend que ça dissolve en gros. Voilà, le radiateur est tout propre. Il n'y a presque plus de traces de pâte thermique dans la zone où on a le contact qui doit se faire. Donc là c'est parfait. Je vais passer un petit coup aussi au milieu là sur le die du Northbridge. Pour pouvoir éliminer la vieille pâte thermique qui est encore un peu collante. Donc vu que je vais devoir remettre de la pâte thermique sur cette chose là, je vais en profiter pour retirer le radiateur, enfin le ventirad. Voilà, donc j'ai enlevé le ventirad, il faut que je nettoie la pâte thermique hop, qui est en dessous. Donc je viens de nettoyer la pâte thermique qu'il y avait sur le radiateur. Et je tiens à dire que c'était une pâte thermique qui était quand même de bonne qualité. Tout simplement parce que elle était encore fluide en fait, elle n'avait pas séché. Donc c'était pas de la mauvaise pâte qu'ils avaient mis, contrairement à la pâte qu'ils avaient mis pour le Northbridge qui était totalement sèche en fait. Voilà. Donc tant qu'on y est là, vu qu'on est sous le processeur, on va faire le swap processeur. Donc on va échanger ce processeur là qui est déjà dans la machine par celui-là que j'avais en stock. Donc pour pouvoir échanger un processeur sur une machine de type PC portable, on n'a pas un socket à levier, enfin un socket à levier plutôt, je sais pas comment on dit. Moi je dis socket,
personnellement. Donc on n'a pas un truc à levier comme sur les machines de bureau. On a un système avec une petite vis. Vous voyez, vous avez une petite empreinte ici. Vous pouvez mettre un tournevis plat. On tourne. Voilà, et ça libère le processeur. On récupère le processeur. Vous voyez, avec toutes ces petites, toutes les pattes. Voilà, et on place le processeur qu'on veut mettre à la place. Et quand on a fini, on va tout simplement à revisser comme ceci et le processeur est bien solidaire de son socket. Donc maintenant que j'ai réinstallé mon tout nouveau processeur et que j'ai nettoyé mon Northbridge, je vais pouvoir donc mettre de la pâte thermique et réinstaller les radiateurs de chacun des éléments, donc le radiateur du Northbridge et le Ventirad processeur. Alors je vais commencer par le processeur. Alors je vais appliquer juste ce qu'il faut de pâte thermique en espérant pas trop en mettre. Et hop, pas plus. Voilà, donc tout petit, hein, pas beaucoup de pâte thermique. Je vais installer ça. Alors ça c'est le système de rétention du Ventirad en fait qui se met sous la carte mère. Comme ça. Voilà. Hop. Donc j'ai les deux. Maintenant j'ai deux fixations à vis qui se mettent au bon endroit. Voilà. Je vais prendre mon Ventirad que j'ai nettoyé auparavant. Et je vais le visser dessus. Voilà, donc j'ai mon Ventirad qui est up monté avec ma pâte thermique en dessous. Je ferai des tests plus tard pour voir si au niveau thermie ça passe bien avec ce nouveau avec ce Ventirad, parce que j'ai quand même changé de processeur, je suis passé à quelque chose d'un peu plus puissant. Si ça se trouve, ce Ventirad là suffira pas. Donc je repasserai peut-être à l'ancien processeur, donc processeur d'origine de la machine, je ne sais pas encore. On verra si au niveau chaleur ça chauffe trop ou pas, ou alors ça chauffe autant, quoi. Donc maintenant le Northbridge. Alors Northbridge, donc on a un petit radiateur comme ça avec une espèce de fixation, c'est un clip un petit peu ressort. Voilà. Qui permet donc de maintenir une pression sur le Northbridge. Donc le Northbridge, pareil, on va mettre un tout petit peu de pâte thermique. Hop, pas plus. Et ensuite, maintenant donc vous voyez, la surface est propre. Je vais le poser et le clipser. Je le pose. Alors je l'ai déjà mis, je l'ai déjà encliqueté au début là sur un côté. Hop, et je l'enclique de l'autre côté et mon radiateur de Northbridge est posé. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va prendre la carte mère et la réinstaller dans le châssis. Donc on se retrouve maintenant au-dessus donc, de notre châssis qu'on a redressé et qu'on a réparé. Donc je vais prendre la carte mère, je vais la glisser et faire coïncider les points comme il faut. Voilà, donc là elle est bien centrée. Alors je vais mettre toutes les vis autour de la carte mère, sauf celle-là. Bon, celle-là elle est dédiée au lecteur CD et je l'avais pas d'origine, donc à mon avis je pourrais pas en mettre. Celle-là non plus au milieu de la carte je la mettrai pas, parce qu'en fait vous voyez que ça la fait un petit peu fléchir. Voilà. Donc comme on est sur une carte mère de type PC portable, c'est-à-dire une carte mère qui est très fine, très compacte, avec beaucoup de pistes, j'aime pas trop appliquer des contraintes supplémentaires à la carte qui pourraient briser des connexions, notamment autour de ces deux petits BGA, donc deux trucs soudés en BGA, donc avec une série de billes en dessous d'une plaque. Et ces trucs là généralement ont tendance à avoir beaucoup de connexions, donc si jamais on flexe un petit peu trop la carte, si jamais on la stresse un peu trop, on peut avoir des connexions qui cassent et ça serait un petit peu dommage. Donc du coup maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est monter donc toutes les vis autour de la carte. Donc ça y est, j'ai remis donc toutes les vis là où je voulais les mettre. Bon, bien sûr comme prévu, ça a été un petit peu compliqué sur les vis qui avaient bougé. Enfin, donc tout ce qui avait bougé à cause du châssis qui avait été plié, ça a été un petit peu plus complexe. Mais je m'en suis quand même sorti. Alors je vais juste rebrancher donc les connecteurs. Premier connecteur que je vais rebrancher, c'est celui-là. Donc ça, c'est le connecteur du panneau avant. Ensuite, je vais rebrancher le connecteur des signaux vidéo.
Pour le connecteur des signaux vidéo, je remarque que j'ai un fil de masse, donc du coup je pense que je vais essayer de le placer là. Voilà, donc c'est bon, j'ai mis mon fil de masse. Normalement maintenant il n'y a plus rien qui m'empêche de démarrer la machine et de vérifier qu'elle fonctionne. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite, forcément il ne faut pas oublier de mettre l'inverteur pour pouvoir avoir tout simplement le rétroéclairage de l'écran quoi. Donc premier test de démarrage de la machine, donc entièrement remonté, châssis redressé, on va voir ce que ça donne. Déjà on a des lumières en bas, on n'a pas de bruit suspect. Ah, le rétroéclairage de l'écran qui s'est allumé. J'ai pas de bip. Ah, donc là, bon la machine ne démarre pas, je vais aller voir du côté des barrettes de RAM. Donc deuxième essai de démarrage, alors avant j'avais mis ces barrettes de RAM DDR2 Kingston HyperX, donc des barrettes plutôt haut de gamme, mais je pense qu'elles sont trop rapides pour cette carte mère, c'est possible. Donc du coup on retente. On a notre éclairage qui vient de s'allumer. On a un bip et ça démarre. Voilà, insert boot média, hors presse, et nickel. Super, donc bon là maintenant je vais remonter toute la partie châssis, le pied, et puis on va tester la machine sous Linux, parce que j'ai un disque dur avec une distrib Linux préfabriqué quoi, enfin préinstallé. Donc ça y est, j'ai remonté l'arrière du PC, alors j'ai pas pu remettre toutes les vis parce que je les avais pas, mais bon c'est des vis de 3 donc je pourrais en trouver partout. Vous voyez déjà que ça a une meilleure tronche que quand on l'a vu en premier. Donc j'ai redressé les châssis, donc ça va mieux quand même. Sur le côté je lui ai quand même mis un lecteur de CD, donc là j'ai mis un disque dur que j'avais dans mon stock. Et j'ai rajouté aussi une carte Wi-Fi à l'intérieur, juste pour vérifier que le port marche. Si la carte Wi-Fi et le port marche, je mettrai des petites antennes patch en haut je pense, des antennes que j'aurais récupérées d'un écran de PC portable par exemple. Donc je vais brancher un clavier de souris, puis on va le démarrer. Donc voilà, j'ai installé et démarré un Ubuntu Linux sur un disque dur que j'avais. Donc vous voyez que la machine fonctionne parfaitement. Je vais ouvrir un terminal, je vais quand même vous l'agrandir. Donc voilà, c'est que je vous ai agrandi le terminal. Donc on va faire un LSCPU pour voir le processeur. Donc je suis bien sur le processeur Intel, donc il me dit pas que c'est un Core de Duo, mais bon, au démarrage dans le BIOS on le voit. On est à 1,2 GHz alors qu'il est censé tourner à 2,1, donc le speed step est activé et fonctionne. Tout à l'heure il marquait 1,6, il est en train de faire quelque chose d'autre derrière, donc ça, il a un petit peu monté la fréquence, hein, c'est classique. Ok, maintenant on va faire un LSPCI.V. Alors, quelle carte graphique on a? Alors, on va lancer en haut. Intel Corporation Integrated Graphics, donc ça doit être du niveau GMA 950, GMA X3100, tout ça. Donc pas une carte graphique très haut de gamme, donc pas pour faire du jeu, mais pour de la bureautique, ça peut être quand même super bien. L'écran a une résolution de 1440 par 900, donc c'est assez standard pour un 17 pouces bas de gamme, on va dire. C'est ce qu'on mettait il y a quelques années sur des 17 pouces pas trop chers. Alors tout à l'heure je trouvais amusant dans le BIOS de pouvoir régler le profil thermique en fait de la machine, donc lui dire en fait quand le ventilateur doit se déclencher et quand il doit s'arrêter. Mais en fait c'est assez pratique vu que j'ai changé le processeur, je suis passé sur un processeur plus puissant qui chauffe un peu plus. En modifiant les valeurs là, de déclenchement et d'arrêt du ventilateur, ça me permet d'avoir un système qui soit dans les tâches où on demande peu au processeur tout simplement, donc les tâches où ça chauffe peu, qu'on ait un système qui fasse très peu de bruit, voire même qu'il y ait un ventilateur qui soit complètement arrêté. Vous voyez là, ici, le processeur fait rien, il est en idle, il chauffe quasiment pas, il est autour des 60 degrés, pour un processeur de portable c'est pas grand chose. Et on a le ventilateur qui ne chauffe même pas en fait, hein, qui ne réagit même pas, il ne tourne pas là, derrière. Donc c'est assez pratique, ça va d'avoir une machine plutôt silencieuse. Donc la machine fonctionne, elle est plutôt fiable, je pense lui avoir redonné un petit peu de vie. Bon, elle a une meilleure tête que quand je l'ai récupérée, hein, c'est sûr. Bon, bien sûr, il me reste des choses à faire dessus. Premièrement, il va falloir que je trouve des vis au format M3 pour finir de revisser entièrement le châssis. Et ensuite, il va falloir que je trouve des petits haut-parleurs pour pouvoir loger dans les emplacements qu'on a en bas et relier les câbles de haut-parleurs, histoire d'avoir du son sur cette machine.
Et vu que cette machine a l'air d'être fiable, alors je ferai des tests plus poussés plus tard, mais je pense qu'elle va devenir mon futur PC d'atelier pour remplacer le PC portable Asus, tout simplement parce que c'est petit, ça fait pas de bruit, ça a la puissance que je veux, donc ce serait nickel pour un PC d'atelier. Voilà, voilà. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc voilà, petit bonus pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à la fin de la restauration. Donc là, je lui ai installé un disque dur avec donc un Windows 10 dessus. Le processeur donc, qui a été changé, je l'ai conservé. Donc par contre, c'était pas un E1400 comme je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo. C'est un, on va le voir avec système, c'est un T8100. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a un petit bug assez bizarre au niveau des fréquences. Vous allez voir que la fréquence est un peu étrange. Voilà. Le processeur est détecté comme étant effectivement à 2,1 GHz, ça c'est bon. Par contre, 14,8 GHz, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et quand on ouvre le gestionnaire des tâches, c'est un truc assez bizarre. Donc je vais ouvrir un gestionnaire des tâches. Tac. Si je vais dans l'onglet performance, voilà, donc là vous pouvez voir que mon processeur tourne selon lui à 13 GHz. Alors, la durée de fonctionnement c'est bien reseté, ça c'est bon parce que tout à l'heure il marquait plus de 12 heures de fonctionnement cumulé alors que je venais de l'allumer. Donc là j'ai fait un redémarrage, c'est reparti correctement. Mais voilà, la fréquence mesurée n'est pas du tout la bonne. Je pense qu'avec ces cordes duo, il y a des tout petits bugs de report en fait, de la fréquence mesurée dans Windows. Je pense qu'il ne relève pas du tout la bonne fréquence. Je sais pas trop ce qu'il fait, peut-être que le BIOS est bugué, après je sais pas trop. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect informatique, mais pour l'aspect matériel, vous allez voir derrière. Voilà. Comme je vous disais, là le ventilateur tourne pas, c'est parce que le processeur est pas assez chaud. Et voilà, donc derrière ici j'ai rajouté deux petites antennes patch récupérées dans un PC portable pour le Wi-Fi, donc la carte Wi-Fi est à peu près par là. J'ai rajouté un peu de Bluetooth. Ça c'est le récepteur pour le clavier. Voilà. Clavier Logitech K400 il me semble. J'ai passé les câbles, je les ai scotchés proprement. Là ici on a le radiateur du Northbridge qui chauffe beaucoup quand même. Mes deux sticks de RAM. Vous avez remarqué aussi que j'ai peint donc l'arrière en noir mat. C'est quand même vachement plus joli. Alors j'ai pris de bombes de peinture automobile de chez Motip. Parce que personnellement avec les bombes de peinture Leroy Merlin et tout ça, j'ai jamais réussi à faire un truc correct. Moi personnellement, bombes de peinture, je vais vous montrer ce que j'achète tout le temps. Voilà donc personnellement les bombes de peinture que j'utilise. Donc vous voyez que c'est toujours la même marque, c'est toujours Motip. Alors ça c'est une bombe de peinture classée dans la catégorie décoration. J'ai eu du mal à trouver un magasin, donc du coup j'ai commandé sur internet. Donc ça c'est un espèce de rose pâle rétro, un petit peu comme on trouvait sur certaines vieilles voitures américaines. Ça c'était pour un projet que j'avais fait pour ma soeur, que j'avais acheté cette bombe. Ça aussi on a un gris aluminium très standard, voilà. Et ça vous voyez, ça c'est de la peinture voiture par contre, hein. C'est de la peinture carrosserie. Et ça c'est de la bonne peinture, j'ai envie de dire, c'est même de l'excellente peinture. Ça avec ça vous n'aurez jamais de problème de quand vous devez passer une deuxième couche, que la couche qui est en dessous se craquelle ou un truc comme ça. Ça va très bien marcher. Et surtout ça sèche assez rapidement. Et le résultat est toujours à peu près nickel, hein. Même si on ne sait pas très bien peindre, avec des bombes de peinture voiture, ça va souvent très bien. Donc ça c'est un gris alu, ici on a un rouge, donc toujours pareil, la même gamme, Autolac, acryl. Une métallisée bleue, qui est très jolie. Ça c'est une bombe de peinture, mais ça c'est pour ma voiture, c'est conforme à la couleur de mon véhicule. C'est donc conforme au code couleur qui m'a été donné par le fabricant. Bon, je vais vous donner le fabricant, c'est Peugeot. Peut-être qu'on parlera de ma voiture un jour, dans une vidéo, je sais pas. Ça c'est la bombe matte black, donc noir mat, que je vais utiliser pour peindre l'ordinateur. Donc vous voyez que c'est... Bon, sur du mat, ce qui est bien en plus, c'est qu'on voit pas les défauts. Justement parce que c'est mat. J'aurais pris une peinture brillante, ça aurait été vraiment dégueulasse. Voilà. Ici on a un vernis transparent pour protéger si on a envie. Et ici on a un blanc très brillant, un peu genre blanc comme on trouve sur certaines voitures, genre Audi, tout ça. Le blanc qui est vraiment pétard. Je vais vous montrer un petit exemple de ce que ça donne. Donc ça c'est une coque arrière d'iPhone première génération qui a été bien défoncée. Donc ici il faudra que j'enlève les boutons par contre. Enfin, je les retire. Mais vous voyez que ça a été repeint. Bon c'est pas parfait parce qu'il était défoncé, mais enfin, de loin on croirait que l'iPhone il est neuf, hein. Voilà. Donc là il est en train d'être remonté, mais l'écran qu'on m'a vendu ne marche pas, c'est dommage.
Voilà, donc ça c'est les peintures que j'utilise. Voilà, et que je vous recommande si vous désirez peindre un ordinateur, un plastique, n'importe quoi, même de l'équipement ici. Ça, c'est top. Les bombes de peinture qu'on trouve en magasin, genre Leroy Merlin, moi j'ai jamais trouvé que c'est de bonne qualité. Ça sèche difficilement, les couches sont très épaisses. La peinture coule. Avec ça, ça coule. Pour que ça coule, faut y aller, hein, vraiment. Avec des peintures comme ça, faut mettre la couche. Et vous n'avez pas besoin de mettre une couche très épaisse. Et le rendu est plutôt joli. Voilà, donc là vous pouvez voir l'ordinateur. Sur le côté, son lecteur CD. Voilà. Donc toujours en IDE. Voilà, et il est bien aéré, on voit bien la grille. Le résultat est propre. Ah oui, aussi, ça j'en ai pas parlé, les deux petits haut-parleurs. Voilà, ouais, vous les entendez marcher. Deux petits haut-parleurs qui fonctionnent. J'ai récupéré ça dans un vieil IBM ThinkPad qui était HS. Ils étaient pile de la bonne taille pour entrer dans l'emplacement, donc ça c'est parfait.